Bonjour, Bonjour. Alexandre Orlov, monsieur le diplomate, Tougan Sokiev. Tougan, bonjour. Vous êtes directeur musical de l'Orchestre du Capitole, directeur aussi de l'Orchestre du Bolchoï à Moscou. Alexandre Orlov, vous êtes donc l'un des diplomates qui ont fait l'histoire des relations franco-russes. Vous avez été ambassadeur de la Russie en France et puis vous êtes désormais secrétaire exécutif du dialogue de Trianon. Alors merci de vous joindre à moi pour cette discussion autour finalement de l'histoire de la Russie et de sa musique. Et qui mieux sans doute que vous pouvez nous éclairer sur les enjeux parfois complexes qu'il y a eu entre le politique et le musical en Russie au XXe siècle. Alors avant de rentrer dans ces enjeux historiques, Monsieur Orlov, j'aurais une première question qui est ce projet des musicales franco-russes. Quel regard, vous, comme russe, est-ce que vous portez dessus? Qu'est-ce qu'il signifie pour vous, et y compris au regard du dialogue de Trianon? Vous savez que toujours dans les relations entre la France et la Russie, la culture a joué un rôle principal. Je crois que si nous pouvons parler d'une proximité sans égale entre les Russes et les Français, cela est dû avant tout à la culture qui est notre culture, je dirais, commune. On grandit avec les mêmes livres, on écoute la même musique et ça a formé alors cette amitié qui a traversé les épreuves du temps. Alors, quand il y a 3 ans, le dialogue de Trianon a été créé par les deux présidents, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, il a eu comme objectif de rapprocher les deux peuples, travailler avec ce qu'on appelle maintenant les sociétés civiles de deux peuples. Et je crois que c'est très important puisque je vois qu'avec le changement qui se passe dans le monde, la société civile commence à jouer le rôle de plus en plus actif et même elle commence à bousculer un peu les partis politiques traditionnels pour participer activement et directement à la gestion des affaires du pays. De ce point de vue, ce festival qui était d'abord le festival musical franco-russe de Toulouse, qui est devenu aujourd'hui un festival multidisciplinaire, puisqu'il couvre aussi la musique, le cinéma, la littérature, il y a les grands entretiens, c'est vraiment l'exemple de ce que nous devons faire pour rapprocher nos deux peuples sur la base de la culture. Alors peut-être que dans cette idée de rapprocher les deux peuples, déclinons un certain nombre de thématiques pour faire comprendre ce qu'est l'histoire russe, l'histoire de la musique russe. Alors Tougan, vous avez à Toulouse en fait permis de faire découvrir vraiment le cœur du répertoire symphonique russe au XXe siècle, notamment Dmitri Shostakovich, évidemment, qui fait l'objet d'un certain nombre, d'une intégrale orchestrale. Et puis cette année, au sein des Franco-Russes, le focus est porté sur la figure de Prokofiev. Pour vous, comment est-ce que vous pourriez présenter ces deux compositeurs en quelques mots? Qu'est-ce qu'ils signifient? Qu'est-ce qu'ils signifient aussi dans votre parcours? Comment est-ce que vous les avez découverts comme jeune interprète russe? Voilà, qu'est-ce qu'ils représentent en Russie aussi? Même si on dit que Shostakovich et Prokofiev ils sont vraiment compositeurs russes soviétiques, mais le fait qu'aujourd'hui, tous les grands orchestres, toutes les grandes maisons de l'opéra qui programment cette œuvre de cet compositeur, de l'opéra de Shostakovich, de Prokofiev, la symphonie, ça veut dire qu'ils sont vraiment internationaux. Parce qu'on a beaucoup de compositeurs très très russes, par exemple Glazunov, Kalinnikov, Borodine, qui restaient toujours russes, quoi. Et Shostakovich et Prokofiev, c'est les deux compositeurs qui vraiment embrassaient cette idée de globalisme international, quelque chose, parce que langue est vraiment musicale, tellement musicale et tellement internationale, langage musical de Shostakovich et Prokofiev, que tout le monde en planète, sur une planète, comprend. Prokofiev qui habitait à Paris, qui a quand même pas mal de connexions avec cette magnifique ville et avec la France. Je pense tout ce qui s'est passé après, à la fin de son vie, il est revenu à Moscou et après
Voilà, il a composé quelques œuvres très, très, très importants. Mais je pense que cette connexion, avec les compositeurs russes. Et aussi, il ne faut pas oublier que la Deuxième Guerre mondiale, qui a assez touché tous ces compositeurs, Shostakovich, Prokofiev et toute l'Europe, et je sais que Résistance en France aussi, qui était très 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 fort. Et on est tous touchés par cette époque-là, et c'est l'histoire de la Russie, Union soviétique, qui jouait un rôle majeur. Le peuple russe qui souffre beaucoup, mais aussi l'Union soviétique qui jouait un rôle très important dans cette période d'histoire du XXe siècle. Et je pense Shostakovich, Prokofiev, c'est un mascotte musical de cette période, je pense. Et Monsieur Orlov, justement, avant de démarrer cet entretien, précisément, on parlait de la figure de Shostakovich, parce que est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'en fait Shostakovich, c'est pas juste une icône de l'orchestre, mais c'est sans doute un peu plus que ça pour le peuple russe. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'il incarne, ce qu'il symbolise, ce qu'il a véhiculé aussi? Tout à fait, tout à fait. Vous savez, Shostakovich, c'est un de mes compositeurs préférés. Et vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une situation très compliquée, très complexe. On dit que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, qui est le virus Covid. Alors, Shostakovich, il a travaillé, il écrivait sa musique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je vais vous raconter cette histoire qui m'a toujours impressionné et touché. Il a composé sa 7e symphonie dite de Leningrad dans cette ville assiégée par l'armée allemande. Et la première interprétation de cette symphonie a eu lieu le 9 août 1942. Cette date a été choisie par Hitler pour faire défiler les armées allemandes sur le prospectus Nevski de Leningrad à l'époque. Et alors, ce jour-ci, on a interprété dans la Philharmonie de Saint-Pétersbourg la 7e symphonie de Shostakovich qui vient d'être créée. Et alors, partout dans les rues, il y avait des haut-parleurs qui devaient donner les dernières nouvelles du front. Et alors, cette musique, elle était transmise par tous ces haut-parleurs. Et toute la ville résonnait avec cette 7e symphonie, et les Allemands, qui étaient à quelques kilomètres près, l'entendaient, cette musique. Et là, ils ont compris que ce peuple, on ne peut jamais le vaincre. Et je crois, moi, alors, si je peux exprimer quelques souhaits, mon cher Tougan, que j'espère que la 4e édition des Franco-Russes de Toulouse l'année prochaine seront organisées déjà après Covid. Et pour fêter cette victoire, on pourrait ouvrir cette 4e édition par l'interprétation de la 7e symphonie de Shostakovich pour marquer cette belle victoire commune avec ta direction qui sera géniale. Merci, avec plaisir. En tout cas, moi je suis tout à fait d'accord, je comprends ce qu'il dit Monsieur l'ambassadeur, parce que la musique de Shostakovich, c'est un combat, c'est une bataille, c'est résistance. Et qu'aujourd'hui, la planète qui résiste à ce virus, les gens ils sont un peu devenus fous, ils sont dépressifs, déprimés. Donc tout le monde souffre maintenant. Donc c'est la meilleure possibilité, le meilleur d'exprimer tout ça avec musique Shostakovich. Même aujourd'hui, c'est très contemporain, cette musique. Oui, et c'est une histoire qui est en fait véritablement bouleversante que d'imaginer, parce que ce qui se passait à Leningrad, c'est qu'il n'y avait pas que des armées, il y avait des civils, il y avait il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des vieillards, et il y avait une résistance qui était une résistance partagée par l'ensemble de la population soviétique, comme d'autres populations d'Europe, mais il y avait vraiment cette idée d'une population, l'expression, je crois, c'était on se bat pierre après pierre à Leningrad, et c'est là qu'on en revient à ce que vous disiez, Tougan, au début, puisque en fait l'histoire et l'aura de cet événement, de cette manière de montrer qu'on ne cédera pas, et qu'on ne cédera pas à la fois par les armes et par l'esprit,
c'est quand même ce qui était, je crois, en jeu. Eh bien, c'est là qu'on voit que ça dépasse les barrières de Russie, puisque à la suite de cet événement-là, il y a cette idée d'un Shostakovich qui finit par incarner une forme de résistance complètement internationale et qui dépasse les frontières. Oui, et c'est pour ça qu'on peut dire les Russes et les Français, on a quelques différences, mais on a beaucoup de choses pareilles. Par exemple, si les Russes qui résistent beaucoup, on ne sait comment résister les choses, mais les Français aussi, il y a nombreuses de révolutions, la France qui montrait cet esprit justement de résister quelque chose, de faire quelque chose, de battre contre quelque chose. Donc, il y a beaucoup de similarités. Tout à fait. Et vous savez que je parlais souvent en France avec les anciens combattants français et qui me disaient que le mouvement de la résistance en France a pris de la force après la bataille de Stalingrad. Ouais. Là, les Français, tous les Européens ont compris qu'on peut battre les Allemands. Alors les gens se sont levés pour leur propre libération. Et je crois que pour revenir à la musique de Shostakovich, c'est une musique qui vous redonne le moral. Et ça, aujourd'hui, quand on est tous un tout petit peu déprimés, notre vie elle est complètement bouleversée par coronavirus, les gens ont besoin du moral, qu'on leur redonne le moral. Et là, je pense qu'il n'y a rien de mieux que la musique qui est une langue universelle. Voilà. Et pour continuer sur cette idée de révolution et de passer de l'histoire de la musique à l'histoire, en Russie, vous êtes le pays qui avait fait la révolution, si je puis m'exprimer comme ça. La vôtre, vous l'avez bien réussi en 1917. Et ce qui est frappant quand on lit les textes des révolutionnaires de l'époque, c'est l'impact imaginaire des révolutionnaires français. Et est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de ce que signifie en fait la notion de révolution ? Qu'est-ce que, c'est à la fois les révolutions françaises, la Commune, la révolution de 1789, et puis cette révolution de 1917. Écoutez, c'est une très bonne question et bien sûr très compliqué à donner une réponse qui sera acceptée par tout le monde, mais je crois que chacun de nous a sa propre vision de ces révolutions de la Commune de Paris. Moi, je pense que toute révolution est avant tout une volonté exprimée par le peuple d'une façon, disons, violente pour avoir plus de justice sociale. Derrière l'idée de la révolution, c'est la volonté d'avoir la justice sociale, la liberté. Et là, la Révolution française, nous ne le connaissons, mais on n'a pas vécu, c'était il y a longtemps quand même, tandis que les révolutions russes, c'était il y a 100 ans seulement, c'est encore près de nous. Et j'ai vu que cette révolution russe a libéré les esprits. On a vécu au moins 10-15 ans après la révolution tout à fait fantastique. C'était une explosion de la culture. D'ailleurs, Tougan, tu peux peut-être me corriger, mais c'était l'explosion de la littérature, Oui, de la poésie, de la peinture. Absolument. Mais je ne peux pas te citer les exemples de la musique. Est-ce que dans les années 20, après les révolutions, il y a eu aussi cette explosion de la musique russe classique? Mais par exemple, Shostakovich lui-même, il était déjà commencé à être formé, il a Prokofiev, il a beaucoup de... Ils étaient les enfants de la Révolution, voilà, en quelque voilà, sorte. ils sont beaucoup influencés par tout ça. Shostakovich, c'est le fils de la Révolution. C'est La première génération de musiciens. Et d'ailleurs, on peut même considérer que l'un des drames de Shostakovich, mais c'est mon point de vue de française, contredisez-moi si vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'il a vécu ces 10 années qu'on connaît très mal en France, Oui. la décennie 1917-1927, Ouais. avec Anatoly Lunacharsky, qui était quand même au pouvoir, qui était une figure extraordinaire. Grand ministre de la Culture. Grand ministre de la Culture, le concept des compagnons de route, c'est-à-dire l'idée que les artistes pouvaient avoir une liberté de parole par rapport au pouvoir. Et Shostakovich a grandi là-dedans. Oui, il a jamais quitté l'Union soviétique. Oui, Shostakovich, oui, il a toujours oui. resté. Il faut préciser quand même que les deux compositeurs majeurs, Rachmaninov et Stravinsky, ils ne sont pas restés indifférents. Rachmaninov est toujours aux États-Unis et Stravinsky toujours à Paris. Mais je pense que tout ce qui s'est passé pendant cette période sur les pays,
en Russie, c'était très troublant, je pense, pour eux. Donc on a quand même les Rachmaninov et Stravinsky qui continuent à être liés, étaient connectés avec la Russie. Oui. On peut se souvenir aussi de Serge Diaghilev, Et- des fameuses saisons russes, À qui Paris. justement qui ont commencé avant, quelques années avant la Révolution, je crois 1913, mais qui se sont suivis après la Révolution. Ça les veut ballets dire russes, une après. nouvelle expression Ouais. de ballet, tout ça, tout à fait. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a finalement un âge d'or de la Russie en dehors des frontières de Russie, et puis un nouvel élan qui va émerger en fait en Russie dans une période qui est très compliquée, hein, qui est celle des années 30, mais qui est le moment où en fait Prokofiev revient en Russie, Shostakovich s'impose par Le Nez, par Lady Macbeth, puis bon, ça se passe très mal, voilà, parce que c'est effectivement une période d'énormes tensions en Russie, et c'est là qu'on rentre dans un aspect qui est particulièrement sensible et qui est la relation, disons pour le moins tumultueuse, complexe, qu'il y a entre les artistes et le pouvoir, et qui est une relation qu'en France on regarde avec un peu d'étonnement, pour ne rien vous cacher, puisque finalement ça n'a rien de comparable avec ce qui s'est passé pour nous en France dans cette Et aussi Troisième important, tous les République. compositeurs, d'abord, je pense, avant la Révolution, les gens russes, les peuples russes qui sont capables de voyager partout. Ouais. Tchaïkovski, qui lui-même, il a composé La Dame de Pique en Florence, en Firenze. Il a passé, je pense, 2-3 mois chaque année en Italie. Et je pense les compositeurs russes qui toujours voyageaient. Tchaïkovski qui dirigeait concert, fameuse ouverture de Carnegie Hall à New York. C'était lui qui dirigeait l'inauguration de cette fameuse salle de concert. Donc, après Révolution, je pense que ça est devenu un peu difficile, mais cette osmose, et je pense, on était toujours connectés avec l'Europe. Je crois qu'on a les mêmes racines, ce qui est important. Ouais. On a vraiment les mêmes racines, et vous savez qu'à l'époque, avant même la Révolution, toutes les familles nobles envoyaient toujours leurs enfants de faire les voyages d'études, en quelque sorte, dans 2 pays, la France et l'Italie, Ouais. puisque ce sont les 2 pays porteurs de la culture universelle, de la culture Absolument. européenne. Et Absolument. c'est pour ça que tous ces gens-là étaient imprégnés par cette culture. Et d'ailleurs, Tougan a donné des noms à quelques compositeurs, mais je peux parler des écrivains russes. Par exemple, Gogol. Ouais. Il a écrit Les âmes mortes à Rome. Et il y a un café à Rome, près de Piazza d'Espagne, où il allait tous les jours, et il disait que je peux écrire de la Russie uniquement à Rome. Ça peut paraître paradoxal, mais ça. c'est vrai. C'est Tchaïkovski, ce que Tchaïkovski dit par rapport aussi. Il était tellement calme, il a tellement d'inspiration en Italie. Tout à fait. Il a composé tous les meilleurs œuvres symphoniques en Italie. Je ne sais pas pourquoi. Bah, il y a une ambiance Oui. très spéciale. Oui, et une hypothèse, est-ce que la nostalgie fait partie de l'âme russe? Est-ce que ça fait partie de la culture russe? Oui, ça fait partie de la culture russe. Vous savez, l'âme russe, depuis des décennies, des siècles, on essaie de déchiffrer le mystère de l'âme russe. Et je pense que c'est indéchiffrable, mais pour moi, si on veut comprendre un russe ou une russe, il faut lire d'abord la littérature russe. Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov, Turgenev. C'est là qu'on comprend, Pouchkine sans doute, c'est là qu'on comprend l'âme russe. Et puis la musique. La littérature et la musique. Ce sont 2 clés pour ouvrir le mystère de l'âme russe. Et Tougan, ce serait quoi l'âme russe en musique pour vous? Quels seraient les mots qui vous... Et vous savez, on a un metteur en scène très très connu à Moscou qui dirige le fameux théâtre de Vakhtangov, Rimas Tuminas, qui a déjà fait quelques productions à Bolchoï. Et quand on a lui proposé faire La Dame de Pique. Et lui, il vient vraiment de théâtre de drame. Il a seulement interprété l'opéra de Shostakovich, Katerina Ismailova. Il n'était pas sûr pour La Dame de Pique. Et après, il m'a dit, tu sais pourquoi j'ai dit oui, finalement? Parce que sur la table de bureau de Tchekhov, moi j'ai vu Tchekhov, il a eu photo de Tchaïkovski. Ah bon?
Je dis, si Tchekhov, il a respecté tellement Tchaïkovski, il faut que j'essaie de faire quelque chose. Voilà. Il a, je pense, l'âme russe. Tchekhov, pour moi, c'est le meilleur écrivain pour dépicter vraie l'âme russe, avec toutes ces complications, de l'humeur, avec un peu de sarcasme, un peu de... Il a tout, il a tout. Et je pense Tchaïkovski aussi. Donc, l'âme russe est quelque chose de très profond, très riche, très sans frontières, en fait. Et moi, je pense que chacun a sa propre lecture de l'âme russe, mais pour moi, qui est un homme optimiste, positif dans la vie, pour moi, c'est le début du premier concerto de Tchaïkovski. Voilà, pour moi, c'est l'âme russe. Et c'est drôle qu'aujourd'hui, c'est le hasard des choses, à cause des questions de dopage, on a privé les sportifs russes du hymne national au moment de la décoration. Et on a remplacé le hymne russe par le premier concerto de Tchaïkovski, ce qui est encore mieux, encore meilleur. Je dis que mais il faut garder, surtout garder ça, parce que ça exprime l'âme russe mieux que toute autre musique. C'est très optimiste. Hein. C'est très optimiste, c'est très beau. Et puis, il y aurait aussi cette idée que la Russie, c'est un endroit où se rencontrent, peut-être plus qu'ailleurs, l'Orient et l'Occident. Ce qu'on entend bien dans certaines pièces. Mais je pense que c'est la force de la Russie, non? Bah Parce oui. qu'on est bien au milieu de la richesse. Voilà. Mais vous savez, c'est vrai que géographiquement, nous sommes quand même entre la Chine, le Japon et l'Europe. L'Europe, finalement, si vous regardez la carte, c'est une petite péninsule de la Russie. Sur la carte. Sur la carte. Je suis sûre que les Européens soient d'accord. mais je dirais, c'est pas la rencontre entre, disons, la culture européenne et la culture de la Chine. Non, ils sont trop différents. Moi, je dirais que la Russie, c'est la Byzance, puisque notre religion, notre culture, elle est venue de la Byzance. Et alors nous avons gardé en quelque sorte ces racines byzantines. Et alors c'est osmose entre la culture de l'Europe occidentale et de la Byzance qui se reflète dans la culture russe et fait cette richesse. Absolument. Et ça, il est certain que... Est-ce qu'il y a d'autres musiques où on l'entend à ce degré, cette combinaison des deux? Peut-être pas, mais il y a quand même d'autres grands compositeurs. Beethoven, si on prend quand même, 9e symphonie de Beethoven, c'est presque Tchaïkovski. Ouais. C'est ce que Tchaïkovski pour la Russie, je pense, 9e de Beethoven. C'est pour l'Europe. C'est le hymne de l'Europe, c'est justement. Oui, absolument. Une partie de la 9e symphonie de Beethoven. Et ça montre aussi l'importance de la musique. Et là, je crois vraiment, je voudrais dire un grand merci à Tougan pour cette année, cette édition. C'était vraiment le courage, la ténacité, malgré toutes ces complications sanitaires immenses. Tu as voulu et tu l'as eu, et avec un grand succès. C'est vraiment une victoire. Et je pense que cette 3e édition des Franco-Russes à Toulouse vaut bien une victoire de la musique. Si nous serons entendus, mais au moins la victoire pour le courage et puis pour la qualité des œuvres qui ont été choisies par l'interprétation, puisque Tougan, il amène toujours des jeunes chefs d'orchestre, il fait des masterclass, il pense déjà à des gens qui vont venir après nous. C'est un génie. Et alors, cette édition, je crois, elle est très réussie. Encore une fois, bravo à Tougan. Merci. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci pour cet échange et pour ces réflexions. Merci. Et donc, à bientôt pour une 4e édition des musicales franco-russes, des franco-russes. Merci. On compte le jour déjà. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.